Ça, c'est l'essentiel dans le langage. Et c'est cette morphosyntaxe automatisée, c'est notre clé d'accès à toute complexité et à toute abstraction, c'est-à-dire à toute éducation. Il n'y a pas de construction de savoir et d'échange de savoir possible s'il n'y a pas cette automatisation de la morphosyntaxe. Donc c'est l'essentiel du langage qui est là et qui fait que cette part d'automatisme s'acquiert tout petit pour être solidement et facilement acquise. Elle s'acquiert tout petit et à l'oral. Donc voilà les conditions de la mise en place du langage. Et bien entendu, cette mise en place du langage et tout ce travail d'automatisation extrêmement créatif est plus riche, plus diversifié si ça se fait à travers 2 codes, voire même 3 codes, si on a la chance d'être bilingue ou même trilingue. Si l'enfant grandit avec cette compétence de langage avec 3 systèmes linguistiques, il a une diversification telle dans ses modèles, dans ses ressources, dans son oreille, dans son bagage lexical, dans son bagage sémantique, dans ses modèles morphosyntaxiques, qu'il a des possibilités de transfert telles que j'ai l'habitude de dire qu'un bilingue est un plurilingue en herbe. Même si, pas tout de suite, mais plus tard, il apprendra une 3e, une 4e, une 5e langue sans difficulté parce que ces bases de transfert sont éminemment transférables. Donc il ne s'agit pas de lecture, mais bien de langage. Et il y a 2 centres. L'un s'appelle l'aire de Wernicke, qui est situé là, à un niveau pariétal derrière l'oreille, au-dessus de l'oreille. Donc Wernicke est là. Et l'aire de Broca, qui est dans la zone préfrontale, un peu en arrière là, du front, et qui est une secondaire qui gère aussi le langage. Broca et Wernicke étaient deux médecins. Broca était français et Wernicke était allemand, et ils ont travaillé sur des aphasiques au XIXe siècle. Ils ont suivi leurs malades pendant, je ne sais pas, 10-15 ans, avant de pouvoir faire un jour, après le décès de ceux-ci, une autopsie et vérifier que le mal dont ils souffraient correspondait à une lésion, soit ici, alors Broca a donné le nom à cette zone lésée, et on a découvert la zone de Broca, et Wernicke, qui avait probablement un autre type de malade, a découvert le centre de Wernicke, et je suppose que Wernicke avait eu à traiter des malades d'Alzheimer, probablement, sinon il ne serait pas arrivé à découvrir cette zone, tandis que Broca a eu des aphasiques d'un autre type qui perdaient les mots ou qui perdaient, non pas le sens, mais qui perdaient des outils de fonctionnement. Donc ce n'étaient pas les mêmes malades, et d'où la différence. Mais ils ne se sont pas trompés dans les localisations. Ils ont bien identifié, avec les moyens qu'ils avaient, et qui était donc essentiellement l'autopsie, après avoir suivi les malades. Et bien aujourd'hui, on a des moyens qui sont beaucoup plus performants, dont en particulier l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, et qui nous dit beaucoup mieux qu'on ne pouvait le savoir avant, à quoi servent Wernicke et Broca. Alors Wernicke, c'est très intéressant, c'est notre laboratoire du sens. En ce moment, quand vous comprenez, ou si vous ne comprenez pas, c'est encore une autre facette de Wernicke qui travaille, c'est que quelque part, c'est là que vous faites la synthèse de ce que j'ai dit, que vous notez une incohérence s'il y en a une dans mon propos, que éventuellement vous butez sur telle chose parce que Wernicke chez vous n'a pas suivi sur tel point de détail, il vous a manqué un chaînon. C'est là que vous faites la synthèse, c'est là que vous faites l'interprétation. C'est notre laboratoire du sens. Wernicke gère le sens des messages qu'on reçoit ou qu'on produit, à l'oral et à l'écrit. Donc Wernicke est capital. Si on perd Wernicke, c'est Alzheimer. C'est exactement là que ça se tient. Alors, l'intéressant, c'est que quel que soit le nombre de langues que vous parlez et les âges auxquels vous les avez apprises,
vous n'aurez toute votre vie durant qu'un seul et même verniqueux au service de toutes vos langues. Ce qui d'ailleurs est bien compréhensible, puisque en changeant de langue, vous ne changez ni de personnalité, ni de logique. Vous enrichissez certes culturellement quand vous croisez une autre langue et une autre culture, vous vous enrichissez, mais vous ne modifiez pas les structures fondamentales de votre logique. Wernicke est le dépositaire de nos structures logiques et sémantiques fondamentales, indépendamment des différences culturelles qu'il peut y avoir entre les langues et les peuples. Alors, voilà pour Wernicke. Et donc, s'il fallait une preuve supplémentaire qu'il y a une seule espèce humaine à travers toute la planète, l'existence même d'un seul Wernicke pour tous les humains et pour toutes les langues serait cette ultime preuve que le racisme n'a aucun fondement scientifique. Bon, c'est peut-être pas une preuve qui était indispensable, mais qu'elle nous soit donnée de cette façon absolument spectaculaire par les neurosciences, c'est quand même intéressant et je voulais le signaler au passage. D'autre part, alors avec Broca, nous avons exactement le tableau inverse. Broca gère tout ce qui est formel. Et tout ce qui est formel a été automatisé. Quand Broca travaille, vous n'en êtes pas conscient. Vous êtes sur le sens, donc vous êtes dans Wernicke. Votre Broca travaille de façon inconsciente. Il gère tout le formel. Et comme il gère le formel et que le formel est différent d'une langue à l'autre, toutes les formes sont différentes, phonétique, forme sonore des mots, morphosyntaxe, tout change. Donc tout le formel va induire la construction d'un deuxième Broca pour une deuxième langue, d'un troisième Broca pour une troisième langue, et vous aurez autant de Broca que vous avez de langues, ce qui est le tableau inverse de Wernicke. Mais il y a une exception là aussi. Le bilingue précoce, lui, il a un seul et même Broca pour ces deux langues. Et voici l'image de deux bilingues, l'un tardif et l'autre précoce. Alors, c'est pas qu'il soit exactement tardif, il a un décalage de 3 ou 4 ans entre les deux langues, mais il est arrivé à un vrai bilinguisme aussi. Il a construit deux Broca qui communiquent entre eux et qui probablement correspondent à une bonne maîtrise de ces deux langues. Celui-ci, donc, il est anglophone-francophone. Il a le français langue maternelle avec un plus et l'anglais en langue seconde, donc il a deux Broca. Là, le précoce, qui dans ce cas est turcophone, anglophone, n'a pas deux, mais un seul gros Broca intégré. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça dit beaucoup de choses. Alors, un mot quand même sur l'obtention de ces images. Ce ne sont pas des images directes. Ces deux images sont elles-mêmes des résultantes de l'addition de plusieurs images sur différentes activités prises en IRM, activités de parole, de lecture, lecture à voix basse, lecture à voix haute, peut-être d'autres encore, et cela dans les deux langues. Et quand on a fini par superposer toutes ces images, on arrive à cette résultante-là ou cette résultante-ci. Donc, ce ne sont pas des images directes, c'est des résultantes d'images qui sont ainsi additionnées et synthétisées. Alors, néanmoins, ça donne, déjà les proportions étant respectées, on voit que le Broca du bilingue précoce est plus gros et il est intégré. Alors, ça donne quelle description d'abord. Le centre est commun à la gestion de son turc et de son anglais. Il a donc deux langues maternelles, donc deux plus. Et puis il y a deux périphéries, l'une avec A et l'autre en grisé. Une périphérie qui gère les spécificités de son anglais. Donc il y a des choses en anglais qui n'existent pas en turc et qui sont tellement différentes que ça nécessite une zone spécialisée. Et une autre périphérie spécialisée pour la gestion des spécificités du turc qui n'existent pas en anglais. Notamment en turc, il y a une harmonie vocalique qui est une règle assez rare dans les langues du monde, mais qui existe en turc et qui nécessite, entre autres faits, nécessite une gestion séparée. Donc, périphéries qui viennent en addition, mais un centre commun. Parlons du centre commun.
qu'est-ce que c'est que ce centre commun qui gère les deux langues alors qu'elles sont différentes, même très différentes? C'est une comparaison, mais vous allez voir, c'est quand même assez éclairant et assez proche de la réalité. C'est comme une mise en facteur en mathématiques. Qu'est-ce que c'est une mise en facteur en mathématiques? C'est que vous prenez une formule trop longue et trop compliquée pour la simplifier, et en la simplifiant, vous la rendez plus efficace, plus performante, plus facile à manier, plus facile à mémoriser, bref, plus utile, plus performante. Donc, ici, c'est la même chose, sauf que ça ne porte pas sur des nombres, mais ça porte sur des neurones et sur des associations neuronales, sur des synapses. Donc, le cerveau, toujours dans sa loi de l'économie, ou du moindre effort, a, à cet âge-là, eu la possibilité de mettre au service des deux langues les mêmes systèmes neuronaux. Donc, les mêmes systèmes neuronaux servent tantôt à gérer le turc, tantôt à gérer l'anglais de ce petit bilingue précoce. Cette faculté, cette espèce de coopérative neuronale qui s'est mise en place à la faveur de l'âge, va être extrêmement performante. Elle va être performante déjà si on passe à une troisième langue. Car lui aussi va construire un deuxième Broca s'il apprend une langue tardive à l'âge de 9 ans, 10 ans. Il rajoute une troisième langue, il va construire un deuxième Broca, mais il va le faire avec une base de départ tellement richement dotée que les transferts seront plus faciles, plus rapides, plus aisés. Il va construire plus vite sa troisième langue. Autrement dit, votre petit bilingue basque-français va apprendre l'anglais plus vite, plus facilement, avec plus de modèles que son camarade monolingue du même âge et de même niveau. Parce qu'il a une base de travail, un équipement neuronal transférable à une troisième langue. Donc il y a des facilités dans la construction d'une troisième et d'une quatrième langue. Mais revenons au fonctionnement bilingue proprement dit. Ce bilingue est devenu une espèce de spécialiste de l'aller-retour d'une langue à l'autre. Bien sûr, ça transite par le sens, donc par Wernicke, mais pour le même sens, il utilise indifféremment les deux outils, les deux facettes de son Broca. Et il ne traduit jamais. Il est dans une reformulation, dans une libre reformulation de son savoir ou de son vécu. Il vous racontera le soir en rentrant de l'école en français ce qu'il a vécu ou appris en basque dans la journée, et inversement, il racontera en basque le lundi matin à la maîtresse ce qu'il a vécu en français pendant le week-end avec ses parents. Donc il ne traduit pas, il reformule librement son savoir, son vécu, avec ses censures, avec ses fantasmagories, avec ses affabulations s'il a envie d'affabuler, mais il est dans une libre reformulation, il n'est pas dans une traduction, il n'y a pas de fidélité au texte, il est à 1000 lieues de chercher une fidélité au texte, il est dans un travail d'aller-retour permanent d'un système à l'autre sans difficulté et sans traduction. Donc voilà, ça c'est les avantages du bilingue précoce. Alors, il faut distinguer 3 seuils dans la construction d'une langue. C'est important parce que sinon, quand on parle de bilingue, on recouvre des réalités qui peuvent être très différentes les unes des autres selon les individus. On peut être, par exemple, parfaitement bilingue, mais n'avoir dans l'une des deux langues que la compétence de communication, sans les autres compétences qui viennent après. Donc, ce n'est pas une réflexion secondaire, c'est une réflexion qui, quelque part, est directement au cœur de vos objectifs et de vos pratiques. Donc, premier étage, c'est de construire une compétence de communication, celle qui se construit naturellement en langue maternelle, dans les échanges en famille ou avec les petits camarades. Donc, c'est quoi la compétence de communication? C'est l'aptitude à manier la langue pour tous les actes habituels de la vie quotidienne. Saluer, remercier, s'excuser, demander une information, donner une information, s'identifier, demander l'identité de l'autre, négocier une activité ou un achat ou autre chose.
bref, les actes de la vie quotidienne, qui sont autant d'actes de parole qui constituent la compétence de communication orale et qui est la base de tout l'édifice de la langue. Bon, évidemment, on ne doit pas s'arrêter là et il faudra passer ensuite à la deuxième étape qui est la compétence textuelle. Alors, je reviendrai longuement sur la compétence textuelle, mais c'est un point de passage obligé si on veut aller ensuite vers l'utilisation de la langue au profit de contenus disciplinaires de toutes sortes. Donc, et de langues de spécialité et de tournures qui sont, ou des genres textuels qui sont propres à chacune des spécialités. On n'a pas les mêmes genres textuels en histoire et en géographie. En histoire, c'est plutôt du narratif, avec un peu d'argumentatif parfois. En géographie, c'est plutôt du descriptif, avec là aussi parfois un peu d'argumentatif, etc., etc. On n'a pas donc tout à fait les mêmes dominantes de genre textuel dans les différentes disciplines. Alors, donc la compétence textuelle va être le point de passage obligé pour aller vers les compétences cognitives qui sont donc l'aptitude à recevoir et transmettre des savoirs disciplinaires en langue. Donc, 3 seuils. Alors, ce ne sont pas 3 étapes, ou plus exactement, si ce sont des étapes, elles se chevauchent, parce qu'on n'a jamais fini d'affiner sa compétence textuelle. Même jusqu'à notre mort, nous pouvons encore affiner notre compétence de communication et nos compétences textuelles. Donc, ce n'est pas une succession de phases, mais un enchaînement avec des dominantes qui peuvent changer en cours de route. Mais où il y a toujours besoin de 1 pour passer à 2 et de 1 et 2 pour passer à 3. Alors, ce qui donne le schéma suivant, si on est dans un apprentissage décalé dans le temps. Ces flèches, alors là, le schéma part d'en bas vers le haut, parce que ça se construit comme un édifice, donc les fondements, le rez-de-chaussée et les étages. Alors, les fondements, c'est la compétence de communication, le rez-de-chaussée, c'est la compétence textuelle, les étages, les compétences cognitives en langue. Alors, les langues maternelles, langue 2, décalage dans le temps qui est figuré par la flèche oblique, pour signifier que ça s'est décalé dans le temps. Et donc, que se passe-t-il? La flèche signifie qu'il y a transfert. Il y a transfert de compétences. On ne réapprend pas à communiquer dans la langue 2. On transfère en basque les compétences de communication qu'on a déjà acquises en français. On sait déjà saluer, s'identifier, remercier, donner une information en français. Et on apprend non pas à saluer, s'identifier et donner une information, mais on apprend à le faire en basque. Mais on n'apprend pas à le faire en tant que tel. On apprend seulement la façon de le réaliser en basque. C'est-à-dire on apprend les mots et les tournures du basque pour faire ce qu'on sait déjà faire en français. Il y a donc transfert. Il n'y a pas réapprentissage ex nihilo, il y a transfert avec mise à jour lexicale, morphosyntaxique. Donc transfert décalé dans le temps. Là aussi, transfert de compétences textuelles. On ne réapprend pas à lire ou à comprendre du texte. On transfère les compétences acquises dans une langue à la deuxième langue. Donc ça va toujours plus vite, même si c'est la deuxième langue, mais ça va, les processus sont raccourcis puisqu'il y a transfert. Et de même, quand on passe dans une discipline d'une langue à l'autre, on ne réapprend pas toute la discipline, on ne fait qu'une mise à jour lexicale où parfois on ajoute du savoir acquis dans la deuxième langue, mais on est dans une activité de transfert au moins à 70 ou 80%. Le schéma n'est plus du tout le même quand il y a simultanéité, comme c'est le cas aussi bien dans le cas de l'immersion que dans le cas de la parité horaire. On a affaire à ce schéma-ci, qui est différent, où les flèches sont à double sens et il n'y a pas de décalage dans le temps. Si on construit les deux langues en même temps, on fait des transferts communicatifs dans les deux sens. On fera plus tard des transferts de compétences textuelles dans les deux sens et des transferts de compétences cognitives dans les deux sens.
selon évidemment l'articulation des matières et l'horaire des classes, etc., et les choix des enseignants. Mais la simultanéité permet des transferts doubles. Donc voilà les schémas que je livre à votre réflexion, mais tout de suite en insistant sur 2 points. Les cloisons entre les étages ne sont pas étanches. Pas plus qu'il n'y a de cloisons entre langue maternelle et langue 2, il n'y a pas non plus d'étanchéité entre les niveaux, entre les seuils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je développe ma compétence textuelle, c'est-à-dire je sais mieux décrire, je sais mieux faire un portrait, je sais mieux argumenter, je sais mieux démontrer, je sais mieux expliquer, ces compétences textuelles-là vont forcément rejaillir positivement sur ma compétence de communication. Autrement dit, je vais étoffer ma compétence de communication par les retombées positives de mes compétences textuelles. Et de même, je vais étoffer et ma compétence textuelle et ma compétence de communication par tout ce que j'aurai construit de savoir nouveau, spécialisé, en maths, en sciences, en histoire, en géo, en SVT, etc. Et ça va retomber positivement sur mes outils textuels et sur mes outils communicatifs. Donc il y a des transferts qui sont rétroactifs et qui font qu'on n'a jamais fini de construire une compétence de communication et on n'a jamais complètement fini de construire ses compétences textuelles. Chez Crimio aujourd'hui, qui a 10 ans et qui a 20 ans. Voilà. On ne peut rien commencer si on n'a pas construit la compétence de communication orale, qui est le socle. Mais d'un autre côté, si on s'arrête là, ce qui est le cas avec certains groupes, où, par exemple, pour ne pas le laisser de côté, il y a des phénomènes de semi-linguisme qui se développent notamment dans certaines banlieues, où on a l'impression que les enfants ont une bonne maîtrise du français. Et là, je ne parle pas seulement des enfants issus de l'immigration, hein, ça peut être de bons Gaulois aussi, qui, comme ils parlent comme tous les enfants de leur âge, ils ont un oral fluide, normal, pas plus châtié, mais pas plus mauvais que ceux d'autres régions de France. Donc, à partir de cet oral qui fait illusion, et à partir de cette compétence de communication minimale qui fait illusion, on ne s'aperçoit pas que derrière la façade linguistique de la compétence qui apparemment est bien maîtrisée au niveau de la communication orale, il y a un grand vide derrière cette façade, et ça c'est le semi-linguisme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas construit de compétences textuelles ni beaucoup de compétences cognitives qui permettraient de meubler derrière cette façade et d'avoir quelque chose qui soit une formation linguistique plus étoffée. Ils se sont arrêtés à cette façade de la communication orale qui fait illusion. C'est une pure façade linguistique dans certains cas, qui cache un vide lexical, des manques et des carences morphosyntaxiques, une inaptitude à gérer les genres textuels et à les comprendre, et à passer ensuite à utiliser ces outils-là pour passer aux disciplines. Donc les difficultés peuvent résider surtout au niveau de la compétence textuelle qui n'a pas été sérieusement construite. On s'est contenté de dire, bon, ils parlent à peu près correctement, et donc ils ont les bases du français. Eh ben non, c'est une base, mais ce n'est pas une base suffisante. Il faut que la compétence textuelle vienne parachever et étoffer la compétence de communication pour préparer les étages supérieurs. Sinon, il va y avoir semi-linguisme. Je partirai de l'actualité. Le ministre se trompe lourdement quand il croit que l'échec en lecture tient aux méthodes de lecture. Ça n'a absolument rien à voir avec le déchiffrage. Le problème de la lecture chez les enfants, pour qui il y en a un, c'est un problème qui est en amont et qui n'est pas lié, en tout cas pas directement lié au déchiffrage, même si c'est au moment du déchiffrage qu'il se révèle. Le problème est en amont, c'est un problème de pré-compétence textuelle, vous allez voir pourquoi je dis pré.
il y a une compétence textuelle qui se construit avant l'écrit et avant l'école, du moins avant l'école primaire. C'est quoi cette compétence textuelle préalable à l'écrit et préalable à l'école primaire? Ce sont les contes et histoires que vous racontez soir après soir, soit à vos propres enfants, soit à vos petits de maternelle. Ces histoires-là, c'est la première compétence textuelle des enfants. C'est leur première confrontation avec du texte, oralisé certes, mais du vrai texte, avec toutes les difficultés, toutes les choses trappes et toutes les ficelles et outils du texte. C'est complètement différent du face-à-face quotidien qu'il a dans la cuisine ou dans le salon avec papa, maman, les frères, les sœurs, et c'est complètement différent. Ce passage du dialogue en face-à-face à l'écoute d'histoire, c'est un grand chambardement dans le fonctionnement du cerveau du petit enfant. Dans le face-à-face, avec papa, maman, les objets dont on parle sont connus, identifiés, parfois sous la main, sous les yeux. Les personnes dont on parle sont familières, identifiées, parfois présentes, parfois à peu de distance, ou en tout cas bien identifiées. Dans le face-à-face, le linguistique n'est que 50%. Et il y a 50% d'indices matériels, d'indices situationnels, d'indices familiers, de choses connues qu'on ne répète pas parce que c'est tellement évident qu'on n'a pas besoin de le rappeler, etc. etc. Donc vous avez une activité qui n'est pas très riche linguistiquement, même si elle est absolument indispensable socialement, mais elle n'est pas très riche linguistiquement. Et puis d'un seul coup, avec sa première histoire racontée ou lue à haute voix, l'enfant est confronté à quelque chose de nouveau, où d'un seul coup, il y a un déroulement linéaire qu'il doit apprendre à fixer, à stocker et à anticiper même. Il y a donc quelque chose qui ressemble à une intrigue, ça va être la première fois, au moins dans cette dimension. Deuxièmement, il va y avoir des systèmes qu'il n'a jamais utilisés jusque-là. On va avoir un taux de synonymes, de parasynonymes, de reprise du sens avec des formes différentes qui sont toute une gymnastique nouvelle. Interrogez-vous pourquoi il vous réclame la même histoire 18 soirs de suite. C'est parce qu'il n'a pas fini de presser le citron en un seul passage. Il lui faut 18 passages, 20 passages pour qu'il arrive à saisir toutes les ficelles et toutes les arcanes de cette histoire nouvelle. Et donc il a besoin de ce temps pour digérer tout ça. Alors, digérer quoi? Alors j'ai un petit peu expliqué, mais pas suffisamment, je vais reprendre. L'intrigue, d'accord. Ça c'est le plus facile, c'est ce qui le motive le plus, parce qu'on